l'heure de l'interview éco. Avec nous, Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Philippe, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, on va décortiquer ensemble les dernières actualités économiques et on va commencer, si vous le voulez bien, par les marchés qui sont au plus haut. Les records s'enchaînent, on pense évidemment au CAC 40, mais paradoxe, les volumes d'échange sont plutôt faibles ces derniers temps. On est dans une forme d'attentisme. Alors, je ne sais pas ce qu'on attend parce que on a eu à peu près tous les indicateurs qu'on guettait avec une certaine anxiété en ce qui concerne l'inflation, avec beaucoup de fébrilité en ce qui concerne l'emploi et des indicateurs robustes en ce qui concerne l'activité. Donc, je dirais qu'on sait tout. Et puis, on se remet à attendre la prochaine statistique sur la dynamique des prix. Donc, on aura ça demain aux États-Unis. Et puis, on a l'impression qu'on attend toujours. On attend toujours sur le CAC 40, sur beaucoup d'indices européens qui avancent inexorablement. Le CAC a inscrit hier son 28e record depuis le 31 mars. Pratiquement tous les indices européens inscrivent de nouveaux records jour après jour. Et puis tout ça, ça se fait effectivement, alors non pas avec des volumes plutôt faibles, mais des volumes extraordinairement faibles, puisque depuis la création du CAC en janvier 1988, on n'a jamais vu le CAC battre des records avec des volumes qui s'évaporaient jour après jour. Chaque soir à 17h29, on est en dessous de 2 milliards d'échanges. Alors après, au fixing, on se rajoute pratiquement 1 milliard comme hier, c'est-à-dire que ça fait 65% des échanges qui ne sont que de l'arbitrage et qui se matérialisent à 17h35. Mais entre 9h et 17h30, on échange moins de 2 milliards. Et depuis le premier record de la série, le 31 mars, les volumes se sont contractés de plus d'un tiers. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comment expliquer 28 records et une contraction permanente des volumes ? Je dirais que historiquement, on ne l'explique pas, sauf si effectivement on considère qu'il n'y a plus d'opérateurs, il n'y a plus personne dans le marché, ni à l'achat, ni à la vente. Voilà, donc à partir du moment où il n'y a plus personne dans les deux sens, finalement, une pichenette suffit à faire monter le CAC, et la pichenette, elle est grosse, puisque c'est pratiquement 250 milliards injectés par les banques centrales tous les mois. Voilà, mais ces volumes de 250 milliards, on ne les retrouve absolument pas dans les volumes quotidiens. Globalement, Philippe, on note une certaine confiance des investisseurs alors que la reprise économique est encore balbutiante en Europe et que les États se sont endettés. On a affaire à un autre paradoxe. Bon, l'endettement, il est massif et même sans précédent. Disons qu'on a atteint ou dépassé les niveaux d'endettement de l'après-Seconde Guerre mondiale, sauf qu'il avait fallu 5 ans pour y parvenir. Là, on y est en l'espace de 15 mois. Alors une reprise balbutiante, quand on est à 6,5 aux États-Unis, 8,5 en Chine, on ne peut pas dire que ça balbutie vraiment. D'ailleurs, la preuve, c'est que les matières premières, et toutes les matières premières, l'énergie, les métaux et les soft commodities, c'est-à-dire en fait les céréales, la viande, etc., tout est en accélération absolument fulgurante. Alors nous, on s'en rend pas très bien, on s'en rend pas bien compte, parce qu'il faudrait regarder toutes les semaines ou tous les mois le prix d'un paquet de cornflakes. Mais dans des pays où le riz, le maïs, le blé constituent la base de l'alimentation, on est sur des pentes d'inflation de 10 à 12%. Donc c'est absolument
énorme. Voilà. Alors, je rajoute que les pays où cette inflation aujourd'hui est vraiment galopante, ce sont des pays qui également voient leur endettement progresser à peu près au même rythme que nos pays développés, du G7, du G20. Donc, on a l'air de faire comme s'il ne se passait rien nulle part, mais la reprise à laquelle on assiste, elle est achetée entièrement à crédit et elle est déjà très inflationniste dans de nombreux pays, même si chez nous, c'est pas encore tout à fait évident. Aux États-Unis, par exemple, le prix de l'essence à la pompe est repassé au-delà du seuil des $3 le gallon. Il faut d'ailleurs le plus souvent aller jusqu'à 3,70, 3,80 $ le gallon. Pour les Américains, c'est une hausse de près de plus de 30% en l'espace d'un an. Philippe, vous évoquiez justement ce spectre inflationniste. Vous évoquiez également l'indice des prix de la consommation américain qui va tomber demain, je crois, et évidemment la réunion de la BCE demain également. La question qui se pose, c'est les banques centrales vont-elles bientôt mettre fin à leur politique monétaire accommodante ? J'ai du mal à répondre de façon trop tranchée. Éteindre les programmes de rachat d'actifs, c'est quelque chose qu'elles veulent même éviter d'évoquer. Puisque quand elle parle d'un éventuel tapering, c'est le nom technique de la réduction des rachats d'actifs, qui généralement constitue le prélude à une hausse de taux, parce qu'on commence déjà par réduire les programmes d'achat d'actifs avant de resserrer la politique monétaire. Donc ils en sont à se demander quel sera le bon moment pour organiser une réunion où on prendra date pour évoquer la réunion où on essaiera d'envisager un calendrier de réduction d'achat. Tout ça, évidemment, c'est de la sémantique ou même du sophisme, et on risque d'avoir, c'est ça le problème, un hiatus entre ce que les marchés voient, parce que là l'inflation se voit, et le discours de Banque centrale qui parle d'inflation transitoire. Alors, pour l'instant, et la récente détente des taux qu'on observe depuis le début de la semaine, hier, le Bund allemand repasse sous les moins 0,20, le 10 ans américain retombe sous les 1,54, donc ça a l'air d'être très très bon signe. Ça veut dire que les marchés obligataires commencent à anticiper effectivement un pic inflationniste cet été et une normalisation progressive à partir de l'automne. Donc les banques centrales auraient gagné. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Donc entre les marchés et les anticipations des banques centrales, ça risque à un moment de se télescoper. Mais attention, parce que si les marchés ont l'air de valider le scénario des banques centrales, on ne peut pas exclure non plus que les banques centrales interviennent sur les marchés pour justement que ces marchés aient l'air d'apporter une réponse qui soit conforme au scénario que nous proposent les banques centrales. Puisqu'en fait, c'est bien la Fed et c'est bien la BCE qui, chaque jour, font la tendance sur l'obligataire. Et en plus de ça, ils peuvent intervenir directement. Donc, il suffit qu'ils achètent quelques milliards de plus ou de moins pour que d'un seul coup, les taux se détendent et que dans le narratif, on dise « Ah oui, effectivement, les marchés ont l'air de faire confiance aux banques centrales. » Donc, il suffit aux banques centrales de racheter 10 milliards de plus le matin et les taux se détendent, évidemment. Alors Philippe, on passe à l'accord historique sur la fiscalité internationale des entreprises annoncé par les ministres des Finances du G7 il y a quelques jours. Que va changer fondamentalement cet impôt mondial minimum dont le taux se situe à 15%?
elle marque un changement d'état d'esprit. C'est déjà pas mal, hein. Symboliquement, on est peut-être arrivé au bout du bout de l'optimisation fiscale qui bénéficie aux entreprises. Je rappelle qu'hier, sur CNBC, il y avait la galerie de portraits des milliardaires américains qui payent 0 impôt, alors pas seulement sur l'entreprise, mais qui ne payent aucun impôt à titre personnel. Enfin, c'est extraordinaire, hein. On y retrouve Jeff Bezos, par exemple, on y retrouve Bill Ackman, on y retrouve toute une galerie de milliardaires pour qui, on va dire que leur fortune s'est expatriée et s'est ventilée entre divers paradis fiscaux. C'est exactement le même schéma qui est appliqué, par exemple, pour Microsoft, dont la filiale la plus profitable à l'échelle planétaire est enregistrée aux Bermudes. En tout cas, elle est fiscalisée aux Bermudes et ils payent $0 d'impôt nulle part pour des bénéfices de l'ordre de 300 milliards de dollars par an. Enfin, c'est absolument hallucinant. Le problème, c'est que quand vous regardez la réaction justement de ces entreprises qu'on vise au travers de ce relèvement ou de cette instauration d'un plancher à 15%, quand vous regardez la réaction boursière, vous vous apercevez que les opérateurs savent bien que ça ne va pas s'appliquer à eux ou que ça s'appliquera très tardivement. Mais d'un point de vue symbolique, ça veut dire quand même qu'on est peut-être quand même à un tournant. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que les États-Unis qui viennent de rajouter ou qui vont rajouter en l'espace de 24 mois plus de 11 000 milliards si les plans Biden sont adoptés, donc 5 000 milliards en 2020 plus 6 000 milliards en 2021, il y a un moment où il faut quand même rassurer les créanciers, parce que là, quand je vous parle de 11 000 milliards, ça veut dire qu'on a injecté 50% de PIB en l'espace d'un peu plus d'un an. Et ça se finance comment ? Si les entreprises ne payent pas d'impôts, si les milliardaires ne payent pas d'impôts, il y a un moment où les choses vont très très mal se passer, parce que je pense que c'est pas en continuant de taper sur les classes moyennes et ce que j'appelle moi les petits riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent un petit peu plus que 3 fois le SMIC, mais qui sont encore très 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 loin de pouvoir expatrier leur fortune vers le Benelux, la Suisse, Dubaï, et je parle pas de Bermude et Panama. Clairement, l'addition aujourd'hui, elle est trop salée pour que les classes moyennes sup puissent assumer le renflouement d'États qui aujourd'hui font face à un service de la dette absolument colossal. Alors Philippe, on termine par les retraites et le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui doit être rendu public ce jeudi, mais dont les chiffres ont été dévoilés hier. Alors sans surprise, la crise sanitaire impacte lourdement les retraites. On note un déficit à 13 milliards d'euros, alors que l'équilibre était presque atteint en 2019. C'est moins pire que prévu toutefois. Alors ce financement des retraites, c'est le problème insoluble. Alors franchement, quand on parle de 13 milliards, à l'échelle du coût de la crise, c'est une goutte d'eau. Enfin, je dirais pas que c'est des pièces jaunes, mais le régime des retraites n'est absolument pas en péril. Il y a quelques régimes qui sont structurellement extrêmement déficitaires. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que tout le monde les connaît. Mais comme vous dites, on n'était pas très très loin de l'équilibre, et ça veut dire que structurellement, depuis des années, on n'est pas sur une trajectoire de faillite du système des retraites. Alors que du côté de la sécurité sociale, là, on va vers des déficits abyssaux, notamment avec les fameux tests PCR, alors qu'on va offrir maintenant effectivement à toutes les personnes qui viennent passer leur
vacances en France. Alors je dis pas qu'il y a du gaspillage, parce qu'effectivement il fallait bien qu'on ait un outil pour essayer de mesurer ce qu'on appelle l'incidence de la pandémie. Enfin, quand on a un outil qui est fiable à moins de 50%, je veux dire qu'on a mis énormément d'argent dans quelque chose qui a à peu près autant de valeur prédictive qu'une pièce de monnaie. Hein. Voilà. Donc, pour en venir aux retraites, il n'y avait pas de souci avant la crise, et théoriquement, si on revient à la normale, il n'y aura pas de souci après la crise. Mais pourtant, on nous brandit 13 milliards. Les gens ne savent pas ce que ça représente, 13 milliards. En fait, dès que vous dépassez les 9 zéros, généralement, ça ne parle plus à personne. Mais 13 milliards, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est 0,5% du PIB. Et ça se rattrape, si vous voulez, avec une croissance. Si la croissance qu'on anticipe, elle est de 5%, imaginons qu'on soit à 5,5%, qu'on crée un petit peu plus d'emplois et le régime des retraites se rééquilibre. Mais voilà, d'un seul coup, c'est très utile de sortir 13 milliards. Mon Dieu, quelle horreur, c'est abyssal, vous vous rendez compte, ça fait plein de zéros, on va à la catastrophe et il va falloir allonger la durée des carrières, du temps de travail. Ça, c'est le discours d'Édouard Philippe. Donc c'est marrant parce que quand il s'agit de faire des tests PCR pas fiable, alors là on peut investir 30 milliards et là ça ne pose de problème à personne. On dit même qu'on vous assure qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts parce que non, il fallait qu'on le fasse, donc quoi qu'il en coûte, etc. Donc là, dormez braves gens, là on a creusé les déficits, mais ça pose pas de souci. Et puis d'un seul coup, de l'autre côté on a 13 milliards, ce qui est vraiment pas grand chose pour un régime des retraites qui pour l'instant est quand même pas en sortie de route. Et là, d'un seul coup, on nous brandit les risques de faillite à moyen terme et il faudra travailler plus longtemps. Donc on voit très très bien la manœuvre et la manipulation. Moi, malheureusement, ça me conforte dans l'idée que véritablement on nous balade. Merci Philippe Béchat pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci à vous.